Alors, bonjour, chers participants et participantes. Je vous souhaite la bienvenue à notre événement très attendu sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Quelques petites consignes. Vous êtes rentrés par la porte principale. Il y a une autre porte à ma gauche. Ainsi que je voudrais vous demander de fermer vos cellulaires en respect aux conférenciers. S'il vous plaît. Alors, je me présente, Claire Michaud. Je suis membre du comité organisateur du forum et je suis aussi directrice de l'Association des gestionnaires régionaux. Oui, je me souviens même plus de mon titre, c'est bon? D'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis directrice de l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. Voilà. Alors, je m'adresse à vous ce matin car mes collègues organisateurs du forum m'ont désigné comme la personne qui porte le chapeau de maître de cérémonie. Alors, c'est donc moi qui ai le rôle de veiller à l'enchaînement des prises de parole et de vous donner certaines consignes pour le déroulement de la journée. Depuis le mois de septembre dernier, nous travaillons en concertation et en partenariat pour faire de ce rendez-vous un succès. Notre objectif est de vous offrir l'occasion de vous doter d'outils pour entreprendre ce nouveau mandat, d'élaborer et de mettre en œuvre les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Nous espérons qu'au terme de ces 2 jours, on s'inclut, nous serons tous disposés à aller de l'avant. Avant de démarrer officiellement la journée au programme relativement dense, je tiens à vous remercier tous d'avoir répondu à cette invitation et j'espère que ce que nous avons préparé sera à la hauteur de vos attentes. Ce matin, nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, lequel a accepté notre invitation pour venir s'adresser à vous. Mais avant de lui laisser la parole pour officialiser l'ouverture du forum, j'invite un représentant des organismes impliqués dans le projet pour vous souhaiter la bienvenue. Il me fait plaisir d'inviter à l'instant M. François Lestage, membre du comité organisateur du forum et président de l'Association des aménagistes régionaux du Québec. M. Lestage vous adressera un message de la part de l'ensemble des membres organisateurs du comité organisateur. François? Tu vas rester ici. Parfait. Merci Claire. Donc, Monsieur le ministre Benoît Charette, j'aimerais aussi saluer les représentants de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec. Chères participantes, chers participants, au nom du comité organisateur, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce forum. Cette activité, j'en suis convaincu, nous permettra de mieux nous préparer à réaliser les premiers plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. Le comité organisateur, formé des organismes ciblés par la loi 132 pour la réalisation de ces plans, a voulu vous offrir un programme varié. Je constate ce matin que vous avez été nombreux à répondre à notre invitation et ce, au-delà de nos espérances. J'aimerais saluer également ce matin les gens présents dans les différentes directions régionales du ministère de l'Environnement qui assistent via le web diffusion à cette première journée. J'ai la profonde conviction que les récentes collaborations et les franches discussions entre les représentants des MRC, des OBV, des CRE, des TCR et des représentants du ministère de l'Environnement au sein du comité organisateur de ce forum donneront des résultats tangibles vers la réalisation des premiers plans régionaux sur tout le territoire. J'ose croire que nous pourrons tous mettre en commun notre expertise et nos préoccupations respectives pour les milieux humides et hydriques en vue de la mise en œuvre des plans et que ce forum est le commencement d'une nouvelle ère de collaboration, de respect mutuel et d'ouverture sur les différentes réalités territoriales et organisationnelles. En terminant, j'aimerais remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi que la Fondation de la Faune du Québec pour leur contribution financière pour l'activité d'aujourd'hui et de demain. Enfin, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très bon forum. Merci. Merci.
Merci François. Et maintenant, sans plus tarder, je laisse la parole au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette. Tout le monde, un réel plaisir de me retrouver avec vous ce matin. On me dit qu'il y a plus de 400 personnes dans la salle, qu'on a dû en refuser, donc c'est une très belle nouvelle. Un gros merci, un gros bravo aux organisateurs. Donc c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ce matin dans ce bel amphithéâtre. Pour vous, l'endroit ne pouvait pas être mieux choisi. C'est dans l'édifice même où se retrouve le ministère de l'Environnement. Donc, pour moi, c'était difficile de refuser naturellement une si belle invitation. Et c'est d'autant plus agréable de voir 400 personnes réunies qui vont travailler au cours des 2 prochains jours en collaboration à l'émergence d'une nouvelle démarche de prise en compte des milieux humides et hydriques qui tiendra compte des échelles de la planification territoriale du Québec. Je salue également les personnes qui assistent par visioconférence. Laissez-moi lever mon chapeau également aussi à toutes les organisations qui ont travaillé conjointement avec le ministère à la préparation du programme du Forum. Et vous me permettrez de les nommer. Donc, l'Association des aménagistes régionaux du Québec, le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Vous allez me permettre d'être légèrement chauvin. Est-ce que Cobamil est représenté ce matin ici dans la salle? Donc, c'est le bassin versant qui touche notamment ma circonscription. Donc, un plaisir de vous savoir dans le groupe ce matin. Le regroupement, mais vous êtes tous très bons. Là, je ne suis pas le contraire, mais vous comprendrez que pour moi, c'est un plaisir de saluer la présence de l'organisme qui touche mon secteur. Donc, le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec et enfin Stratégie Saint-Laurent. Le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique se réjouit de contribuer à l'événement et de participer aux différentes sessions de travail qui se poursuivront demain. Il s'agit d'une étape déterminante de partage de l'information et de concertation qui permettra d'éclairer le travail des municipalités régionales de comté dans l'élaboration des premiers plans régionaux des milieux humides et hydriques. Les plans régionaux constituent, je le rappelle, un premier jalon de reconnaissance des fonctions écologiques importantes que jouent les milieux humides et hydriques à l'échelle des bassins versants, de même que dans la protection de la ressource en eau et des milieux qui y sont associés. En confiant ce mandat aux municipalités régionales de comté, le gouvernement du Québec a reconnu d'emblée leurs compétences dans ce domaine. La loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés vient également confirmer le rôle des organismes de bassins versants dans la gestion intégrée de l'eau. Elle prévoit que les MRC consultent les OBV afin de tenir compte de leurs préoccupations, comme elles le font avec les conseils régionaux de l'environnement et leurs MRC voisines qui partagent un même bassin versant. Je suis donc très fier ce matin d'annoncer la mise sur pied d'un programme de 8,5 millions de dollars qui soutiendra les MRC dans l'élaboration de leur premier plan régional des milieux humides et hydriques. Le nouveau programme rend disponible un montant de 83 300 $ à chacune des 87 MRC et des 14 villes et agglomérations ayant des responsabilités de MRC. Ce soutien gouvernemental au MRC s'ajoute aux initiatives prévues dans le plan d'action 2018-2023 de la stratégie québécoise de l'eau. Je rappelle que cette stratégie contient des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. J'espère que ce soutien financier contribuera à concilier le développement humain et la conservation de la biodiversité sur le territoire. En effet, c'est par des choix éclairés et réalistes que nous réussirons à nous doter d'une vision concertée d'aménagement du territoire. Enfin, j'aurais aimé être avec vous pendant les 2 journées du forum,
Mais si on est proche des locaux du ministère, on est aussi proche de l'Assemblée nationale, donc je devrais y être dans les prochaines minutes. Cependant, j'ai ma collègue que plusieurs connaissent d'ailleurs, Agnès Grondin, députée de la circonscription d'Argenteuil, qui sera présente. Elle est en commission parlementaire en ce moment, mais elle m'indique qu'elle sera avec vous dans les prochains instants et elle devrait y être également là, pour une majorité des travaux au cours des prochains 2 jours. Et Agnès est sans doute la mieux placée pour vous accompagner pendant ce forum, elle-même qui a été à la tête du bassin versant dans son secteur, dans la région d'Argenteuil. Donc, un gros merci pour votre présence, merci aux organisateurs et une très belle journée à vous. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que cette allocution et cette annonce nous donnent espoir de réussir l'exercice. Monsieur Charette accepte de prendre quelques questions si vous voulez. Je vais vous laisser. Il n'y a pas d'obligation. Sinon, vous dire que c'est une première rencontre, que ce forum d'échange pour vous, mais dites-vous qu'au niveau du ministère, on a la ferme intention de poursuivre et d'élaborer davantage un partenariat avec chacune et chacun d'entre vous. Donc, on aura assurément l'occasion de se reprendre. Bon forum encore une fois. Merci. Merci, M. Charette. Alors, je vais laisser quelques minutes aux gens qui viennent d'arriver de prendre place avec nous. Il reste encore quelques places. Donc, normalement, on a assez de place pour tout le monde. Alors, poursuivons. La première journée du forum, plus stratégique pour l'élaboration des plans régionaux, précédera celle plus technique avec des ateliers sur des thèmes précis dont vous avez eu l'occasion de choisir lors de votre inscription. Notre avant-midi comprend 3 présentations, soit celle de M. Martin-Joly ainsi que celle de 2 MRC présentant des plans de gestion des milieux humides et hydriques initiés il y a plusieurs années. Vous verrez qu'il y a des similitudes avec les étapes du plan régional des milieux humides et hydriques. Vous pourrez constater l'intérêt de longue date pour la conservation de ces milieux et surtout que c'est possible. Nous voici rendus à la conférence d'ouverture présentée par M. Martin-Joly. Une introduction générale au plan régional qui a pour titre « Composer avec la nature vers une planification territoriale de la conservation des milieux humides et hydriques ». Particulièrement pour cette conférence, je vous demande de réserver vos interventions pour cet après-midi puisqu'une période de questions est prévue entre chaque panel sur le même sujet. M. Joly détient un diplôme de maîtrise en aménagement de l'Université de Montréal. Il s'intéresse à l'écologie du paysage, à la caractérisation du territoire et il travaille à l'émergence de nouvelles pratiques, excusez-moi. Alors, oui, excuse-moi Martin. Ils vont m'en vouloir peut-être? Non? OK, merci. Alors, je recommence parce que c'est tout en ton honneur que je lise bien ta biographie. Alors, il s'intéresse à l'écologie du paysage, à la caractérisation du territoire. Il travaille à l'émergence de nouvelles pratiques devant encadrer les initiatives de protection, de restauration et d'utilisation durable des milieux naturels. À titre de chef de l'équipe Aménagement durable et Convention, de la Direction de la protection des espèces et des milieux naturels, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il participe à l'élaboration d'outils de caractérisation et de gestion des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi qu'au développement de l'expertise en analyse environnementale. Monsieur Joly. Bonjour à tous.
Merci infiniment à Monsieur le ministre de nous avoir accordé le privilège d'ouvrir ce forum. Chers collègues des directions régionales, chers collègues des différents organismes qui sont ici, c'est vraiment très excitant de présenter à autant de personnes sur un sujet qui nous passionne beaucoup depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années déjà. Donc, voilà de belles nouvelles. Merci d'être présent et d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation qui nous est faite par le groupe des 5 de participer à ce forum. Nous voyons une opportunité réelle d'échanger, de partager nos questionnements et d'entendre nos préoccupations sur le devenir des plans régionaux. Nous espérons vivement que les présentations, les échanges, les discussions des 2 prochaines journées permettent d'entendre la réflexion de tous les acteurs sur les défis, les opportunités et les contraintes que pose l'élaboration de ces nouveaux plans par les MRC. Nous sommes aujourd'hui à la convergence du développement des plans régionaux. Et ça a changé. Ainsi que d'une partie essentielle de la mise en œuvre de la LCMHH. Bien que certains applaudissent cette opportunité, d'autres se questionnent. Pourquoi un autre plan? En plus des schémas d'aménagement, des plans de gestion des matières résiduelles, des plans de couverture de risque, des PIR, des IRT, des PDZA, etc. Encore un plan. Ces questionnements sont bien sûr légitimes. J'y réponds en précisant que les plans régionaux seront un outil unique qui comporte ces différences. Il n'est absolument pas question de dédoubler les instruments existants ou le rôle des MRC dans la confection de leur schéma d'aménagement. C'est plutôt une occasion de faire concrètement le pont entre une gestion intégrée et concertée des ressources en eau et la planification de l'aménagement du territoire. Plusieurs estiment également que c'est une opportunité de mieux considérer la conservation des milieux naturels, de la biodiversité et des paysages. À preuve, la vaste majorité des initiatives de plans de conservation existantes abondent en ce sens. Certaines questions portent sur l'effet de cet exercice sur le développement économique. Il est toutefois admis qu'une diminution des services écologiques offerts par ces milieux génère des coûts qui, tôt ou tard, doivent être assumés par l'ensemble de la société. À long terme, ces coûts sont souvent plus élevés que les gains obtenus par la conversion de l'écosystème. Devant ces constats, la protection intégrale des milieux humides et hydriques peut difficilement être la seule option, et tout le défi est là. Peut-on limiter, encadrer la réalisation d'activités sans diminuer la capacité de créer de la richesse sur un territoire? Ça apparaît incontournable pour maintenir des écosystèmes fonctionnels qui fournissent également de la richesse par la forme des fonctions qu'ils exercent. Est-ce que ce ne serait pas justement ça, l'aménagement du territoire? Le défi des MRC sera donc de s'assurer que l'ensemble des outils de conservation qu'ils développeront soient compatibles avec un développement harmonieux du territoire. Les avantages que tirent les municipalités des services écologiques peuvent être renforcés par l'aménagement durable des écosystèmes. Il est possible de tirer profit des efforts investis pour la mise en œuvre du plan régional en comptabilisant les nombreux bénéfices directs et indirects des mesures énoncées dans le plan d'action qui en découlera. L'intention de ces plans est de mieux planifier, d'intégrer la protection, la restauration et l'utilisation durable des écosystèmes le plus tôt possible dans le processus décisionnel. Cela peut contribuer à mieux articuler le développement économique. Les discussions et les réflexions des prochains jours serviront à préciser le devenir et la manière par laquelle ces plans pourront être utilisés. Évidemment, comme nous le voyons tous, ça bouscule passablement les façons de faire établies. Conserver des écosystèmes pour qu'ils nous soient bénéfiques, pour que les équilibres écologiques persistent, impose plus que jamais de prendre des décisions difficiles dans une vision court terme, mais elles sont essentielles pour le long terme. Conviendra-t-on au bout du compte qu'il s'agit d'une opportunité d'enrichir la réflexion permettant à nos élus de prendre les meilleures décisions d'aménagement du territoire? Ces décisions devraient permettre de soutenir un développement économique plus adapté à la présence de milieux naturels. Faisons le pari que ce seront d'abord et avant tout vos plans régionaux. Il convient de prendre un peu de perspective historique sur les changements législatifs entourant les milieux humides et hydriques. Le 2e alinéa de l'article 22, adopté en 1988, confère une première légitimité à des écosystèmes qui avaient déjà été fort malmenés. Chose surprenante, il semble qu'il y ait eu, somme toute, peu de débats publics entourant l'adoption du 2e alinéa à cette époque. La même année, le ministre Lincoln fait également adopter la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. C'est quand même pas rien.
C'était une réponse aux inquiétudes grandissantes et aux préoccupations sur la disparition des milieux humides et hydriques ou sur leur altération, principalement dans le fleuve Saint-Laurent et sur les plans d'eau. D'ailleurs, les comités de zones d'intervention prioritaire, les comités ZIP, ont été mis en place à la même époque pour répondre aux enjeux particuliers du fleuve Saint-Laurent. Les inquiétudes soulevées par l'état des milieux humides et hydriques sont factuelles et demeurent actuelles. Comme partout dans le monde, il est manifeste que ces écosystèmes font face à une lente érosion ainsi qu'à la dégradation continue de la diversité écologique qu'ils soutiennent et des fonctions qui leur sont associées. On réalise aujourd'hui l'importance de leur rôle dans l'atténuation des effets des changements climatiques. Les inondations du Richelieu en mai 2011, puis autour des affluents du Saint-Laurent au printemps 2017 ont démontré toute l'importance de préserver la capacité de nos écosystèmes à réguler les niveaux d'eau. Plus que jamais, la protection des milieux humides et hydriques fait consensus non seulement auprès des groupes environnementaux et des milieux universitaires, mais aussi auprès des gens d'affaires. D'ailleurs, en septembre dernier, le Bureau d'assurance du Canada a fait paraître un rapport sur l'importance des infrastructures vertes dans un contexte de changement climatique. Ce rapport mentionne que les risques d'inondation peuvent être considérablement réduits en conservant et restaurant les milieux humides. Uniquement au cours des 12 derniers mois, les compagnies d'assurance ont dû verser plus de 1,5 milliard de dollars en dédommagement en lien avec les effets des changements climatiques et les inondations. La perte des milieux humides a un coût qui se répercute sur l'ensemble de la population. Ces événements malheureux ont contribué à une nouvelle reconnaissance gouvernementale de l'importance des milieux humides et hydriques, de manière à assurer et mettre en valeur les différents bénéfices résultant de leur présence. Parmi ces bénéfices reconnus, la loi sur l'eau identifie les fonctions de filtre contre la pollution ou de régulation de niveau d'eau, mais également l'importance d'en conserver la diversité biologique parce qu'ils offrent des habitats pour l'alimentation, l'abri et la reproduction des espèces vivantes. La reconnaissance de leur fonction de séquestration du carbone et d'atténuation des impacts des changements climatiques est nouvelle. Alors que nous comprenons de plus en plus l'ampleur du défi que constitue la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, les milieux humides et hydriques s'avèrent être d'excellents écosystèmes pour capter et séquestrer le carbone dans le sol lorsqu'ils sont fonctionnels. Pouvez-vous imaginer que les tourbières emprisonnent environ 11 gigatonnes de carbone dans le sol, soit l'équivalent de 500% des émissions de CO2 du Québec en 2016? Elles stockent une quantité impressionnante de carbone, environ 9 fois plus que dans les forêts, soit l'équivalent de 478 années d'émissions anthropiques au rythme actuel que l'on vit au Québec. Il apparaît évident que leur conservation devrait faire partie d'une bonne stratégie pour répondre à l'urgence climatique. On reconnaît également leur fonction d'écran solaire et de brisement naturel. La présence de ces écosystèmes est liée à la qualité du paysage en permettant la conservation du caractère naturel d'un milieu et des attributs des paysages où on les trouve, contribuant également à la valeur des propriétés. Le défi que nous avons évoqué au début ne peut être relevé seul. La concertation entourant l'exercice de l'aménagement du territoire est essentielle. Il appelle à un partage de responsabilités et vous vous rappelez sans doute le livre vert sur la modernisation de la LQE. Il a mis en place une réflexion afin de moderniser la loi centrale à la mission du ministère. Les consultations menées au printemps et à l'été 2015 portaient une vision ambitieuse. Le Québec devait se doter le Québec devait se doter d'un régime d'autorisation environnementale moderne, clair et optimisé, et ce, tout en maintenant les plus hautes exigences en matière de protection de l'environnement. Le nouveau régime vise également à permettre au Québec de relever les défis associés à la lutte contre les changements climatiques et doit prendre en compte les principes du développement durable. Tous ont souligné l'importance de rendre le processus plus efficace et plus prévisible pour les initiateurs de projets et la population concernée. Parmi les orientations avancées par le Livre vert, l'une répondait plus particulièrement au partage de responsabilités. Pour concrétiser cette prévisibilité, il apparaît plus que jamais essentiel que les initiateurs de projets de développement, de même que les municipalités, partagent et coordonnent leur action pour assurer la qualité de l'environnement. La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée à l'Assemblée nationale le 16 juin 2017.
Cette réforme de l'encadrement juridique applicable en vue de moderniser des mesures prévues pour assurer la conservation des milieux humides a touché 5 lois et par les modifications qu'elle apporte, ça reflète les axes de cette réforme-là. Elle touche à la fois le régime d'autorisation environnementale, les mesures de conservation du patrimoine naturel, la planification de la gestion intégrée des ressources en eau et la planification d'aménagement du territoire. En parallèle, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la réglementation municipale complètent les outils disponibles pour permettre la mise en œuvre d'une stratégie de conservation des municipalités locales et régionales. Donc, les modifications apportées par la loi sur l'eau réaffirment le partenariat privilégié du gouvernement avec le monde municipal, plus particulièrement en confiant la réalisation des plans régionaux aux municipalités régionales de comté. Ces plans ont pour principal objectif d'éclairer les décisions d'aménagement du territoire le plus en amont possible du développement économique. Le plan régional constitue un outil de planification des actions pour la conservation et le développement harmonieux du territoire. Il détermine les moyens à prendre afin de préserver leurs caractéristiques naturelles intrinsèques, mais aussi de les mettre en valeur et de pérenniser les différents bénéfices qu'ils rendent à la collectivité. Les MRC sont le mieux placés pour le faire. Le projet de plan régional des milieux humides et hydriques doit être soumis au ministre pour approbation. Plusieurs ministères seront consultés dans ce processus, dont les ministères responsables des affaires municipales, de l'agriculture, de la faune et de l'énergie et des ressources naturelles. Ce faisant, lorsque le plan régional sera approuvé par le ministre de l'Environnement, l'ensemble des enjeux auront été identifiés. Le plan sera ensuite approuvé par les élus en considérant l'atteinte des objectifs poursuivis. C'est pourquoi la loi sur l'aménagement et l'urbanisme confère désormais des pouvoirs plus clairs aux MRC et aux municipalités locales relativement à la conservation. Les gouvernements de proximité détiennent de nombreux pouvoirs pour assurer la protection et la gestion des milieux naturels. Elles sont bien positionnées pour adopter des orientations, des objectifs et des mesures cohérentes et adaptées à leur contexte. Plus spécifiquement, elles doivent déterminer dans leur schéma toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de protection environnementale des milieux humides et hydriques. En outre, elles peuvent prévoir des mesures de gestion de l'urbanisation qui concentreront la croissance urbaine dans les périmètres d'urbanisation en évitant les milieux naturels d'intérêt. Elles doivent également déterminer toute partie du territoire présentant un intérêt d'ordre écologique. De plus, les MRC peuvent intégrer tout élément de contenu relatif à la planification de l'aménagement et du développement durable, ce qui inclut la conservation des milieux humides et hydriques. Elles peuvent, par exemple, adopter une réglementation sur la plantation et l'abattage d'arbres, laquelle doit être liée à leur vision d'aménagement durable du territoire. Elles assument également des responsabilités quant au libre écoulement des eaux. Ces pouvoirs ne sont pas nouveaux, mais le pari est fait que leur application sera améliorée et que l'exercice des plans régionaux soutiendra une harmonisation de ces règles cohérente avec la poursuite de ces activités. Dans leur plan d'urbanisme, les municipalités locales peuvent, quant à elles, prévoir des orientations d'aménagement, des affectations du sol et un concept d'organisation spatiale ayant pour effet de conserver les milieux humides et hydriques. Depuis 2017, elles peuvent également introduire tout élément de contenu visant à favoriser un urbanisme durable qui peut certainement porter une attention particulière aux milieux humides et hydriques. Ainsi, les municipalités locales ont désormais un pouvoir élargi en matière de réglementation, de zonage et de lotissement qui leur permet d'assurer la protection de l'environnement. Ce pouvoir de réglementation tient compte de la proximité des milieux humides et hydriques. Ainsi, les municipalités pourront intégrer les mesures prévues dans leur schéma à leur planification et leur réglementation d'urbanisme. Finalement, par leurs documents complémentaires, les MRC amèneront les municipalités locales de leur territoire à adopter des dispositions réglementaires visant à tenir compte des contraintes naturelles, notamment celles causées par la proximité d'écosystèmes sensibles. Elles peuvent également y prévoir d'autres règles en matière de zonage et de lotissement que les municipalités locales devront intégrer à leur réglementation. Comme le ministre vient de nous l'annoncer, un programme offre un soutien de 8,5 millions pour accompagner les municipalités régionales dans l'élaboration de leur premier plan. Ce nouveau programme d'aide rend disponible un montant de 83 300 $ au MRC. Cet appui se manifeste également par l'acquisition de nouvelles connaissances cartographiques. Le ministère a entamé des démarches pour préparer des outils d'accompagnement qui seront nécessaires au MRC pour élaborer les plans régionaux.
La cartographie des milieux humides, fruit du partenariat de longue date de Canard illimité avec le ministère de l'Environnement, couvre maintenant l'ensemble des bords de terre du Saint-Laurent ainsi que la plaine du lac Saint-Jean. Le bassin versant de la rivière du Nord et une partie de l'Estrie sont également couverts, ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup de travail là-dedans et c'est fort intéressant ce qu'on peut faire avec. La cartographie des milieux humides potentiels développée par nos équipes est accessible. Les mises à jour seront disponibles sous peu et ces connaissances seront en quelque sorte la matière première de plusieurs portraits et diagnostics. Mais ce n'est pas tout. De nouveaux projets sont en cours d'élaboration afin de développer des approches de cartographie des milieux humides à partir d'imagerie satellitaire et des données LIDAR. Un projet est en émergence avec le CERFO pour couvrir un bassin versant pilote et une collaboration est en train de s'établir avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ces travaux mèneront à une cartographie plus adaptée à des territoires comme l'Abitibi. Quant au milieu hydrique, un projet est également en démarrage avec l'Université Laval afin de créer un réseau hydrologiquement cohérent pour un bassin versant pilote à partir de données LIDAR. Ils permettront éventuellement d'étendre la couverture cartographique de ces milieux. Le fleuve Saint-Laurent pose ses défis particuliers. Pour combler des besoins de connaissances, des mandats ont été confiés à l'Université Laval et au consortium Ouranos pour l'acquisition de données sur la caractérisation des berges, la cartographie des zones inondables qui considèrent l'impact des changements climatiques. Une somme a également été réservée pour l'étude d'enjeux définis en collaboration avec les intervenants du milieu. Pour combler les besoins de connaissances des aléas hydroclimatiques affectant les rives du fleuve, le gouvernement a alloué une somme de 8 millions pour le projet Résilience côtière, dont l'objectif est de développer les connaissances sur les risques d'inondation et d'érosion. Il vise à outiller les municipalités riveraines à développer des stratégies pour réduire leur vulnérabilité face à ces aléas. Des mandats ont été octroyés à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, pour les volets maritimes et à l'Université Laval pour le volet fluvial. La cartographie et la caractérisation complète des types de côtes et des unités hydrosédimentaires sera graduellement disponible. La révision des zones vulnérables aux inondations le long du fleuve en climat actuel et futur est réalisée par la Direction de l'expertise hydrique du MELS. Ces mandats contribueront à soutenir l'élaboration des plans régionaux des MRC riveraines du fleuve. Enfin, l'Atlas des territoires d'intérêt du plan d'action Saint-Laurent a rendu public en octobre dernier des résultats importants sur les méthodes développées et par les milieux qui ont été identifiés. Ces milieux pourront être considérés dans la démarche des plans régionaux et les liens vers ces nouvelles connaissances sont disponibles sur la page Internet dédiée aux plans régionaux sur le site Web du ministère de l'Environnement. Une version finale des résultats de l'Atlas du rapport méthodologique sera disponible le printemps prochain. Bon. Maintenant qu'on a des ressources, que la connaissance s'améliore, qu'est-ce que c'est un plan régional? On est pas mal là aujourd'hui pour parler de tout ça. Concrètement, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Si on saisit cette opportunité, le plan régional peut répondre à plusieurs besoins, comme la prévisibilité, la cohérence des modifications réglementaires, la planification des réinvestissements en restauration. La loi sur l'eau précise qu'un plan régional doit respecter 3 principes. Favoriser l'atteinte de l'eau pertinente, assurer une gestion cohérente par bassin versant et tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Il convient de les rappeler et il nous apparaît important que ces principes fassent l'objet d'un certain consensus. Nous avons entendu peu de critiques, sauf pour l'eau pertinente, qui amène à se poser beaucoup de questions. Le gouvernement s'est fixé donc un objectif d'eau pertinente de milieux humides et hydriques sur le territoire du Québec et l'a inscrit dans le préambule de la loi sur l'eau. La possibilité de désigner un milieu par un plan en vertu de la LCPN, la création du programme dédié à la restauration, les plans régionaux, la reddition de comptes prévue dans 10 ans ont tous été prévus pour favoriser l'atteinte de cet objectif. L'équivalence entre les milieux atteints et restaurés sera évaluée dans le bilan. C'est un projet ambitieux et forcément, ça pose parfois des choix difficiles. Afin de prendre les bons choix pour résoudre d'éventuels conflits, les MRC sont des partenaires déterminants dans l'atteinte de cet objectif. Pour sa part, le gouvernement s'est engagé à rendre compte des pertes de milieux humides et hydriques résultant du régime d'autorisation et sur la restauration ou la création de milieux pour équilibrer ces pertes. Donc, en 2026, il aura à démontrer l'efficacité des mesures mises en place dans un bilan que le ministre déposera à l'Assemblée nationale. Ce principe vise à équilibrer les pertes et les gains écologiques en termes de superficie, de fonctions écologiques et de biodiversité.
Il incite à une meilleure conception des projets dès le départ. À cet égard, la planification intégrée du territoire est sans contredit l'étape la plus importante. Il est attendu que le plan régional respecte un équilibre entre les pertes potentielles appréhendées en termes de superficie et de fonction écologique et les possibilités de restauration et de création de milieux sur le territoire. Dans son plan régional, la MRC est invitée à présenter son contexte d'aménagement en vue d'identifier les projets susceptibles d'être réalisés ou non. Elle précise ses intentions de conservation en identifiant notamment les milieux d'intérêt pour la protection, la restauration et la création, et ceux qui pourraient faire l'objet d'une utilisation durable. Le plan régional reflètera les priorités de développement de la MRC par l'ensemble des milieux identifiés ou non pour la conservation et elle gagnera à prendre en considération le potentiel et les contraintes environnementales des zones vouées au développement. Ainsi, dès leur conception, les projets qui viseront ces secteurs devront le plus possible tenir compte de la présence des milieux naturels. Ceux-ci représentent un atout indéniable et ils peuvent même contribuer à l'attractivité des projets. La prévisibilité recherchée par les développeurs et les aménagistes est liée à l'optimisation de la conception des projets en s'adaptant mieux au territoire. Le plan régional contribuera à la justification des projets soumis à l'analyse environnementale et renforcera l'argumentaire de l'acceptabilité environnementale de ces projets-là. Ainsi, des mesures d'atténuation adaptées pourront être précisées dans l'autorisation ministérielle. Et à moins qu'il ne porte atteinte aux fonctions écologiques, à la biodiversité de façon manifeste, un projet visant ces milieux identifiés dans le plan régional pourrait être autorisé aux conditions déterminées par le ministre. Pour assurer une gestion cohérente par bassin versant, les problématiques liées à la gestion de l'eau doivent être définies à l'échelle de l'unité hydrologique, plutôt qu'à celle de l'unité administrative. 40 zones de gestion intégrée de l'eau sont coordonnées par les organismes de bassin versant et 12 zones de gestion intégrée du Saint-Laurent seront à terme coordonnées par les tables de concertation régionales. La majorité de ces tables de concertation sont sous la responsabilité des comités ZIP, des zones d'intervention prioritaires. Les MRC sont des acteurs de premier plan dans la gestion intégrée de l'eau en raison notamment de leurs compétences en aménagement du territoire. Les aménagistes régionaux et les gestionnaires de cours d'eau connaissent leur terrain. Ils ont développé une expertise unique et continuent de le faire. Le bassin versant est l'unité géographique adéquate afin d'évaluer la présence de certaines problématiques, mais elle n'est malheureusement pas compatible avec les limites des MRC. Difficile de comprendre ou de maîtriser la présence de concentrations élevées en phosphore ou en azote, la disponibilité suffisante de l'eau permettant de soutenir divers usages, la gestion des inondations ou la compréhension des embâcles en se limitant au territoire municipal. Ainsi, la ZGIE est l'échelle territoriale appropriée afin d'échanger entre les différentes MRC et les autres parties prenantes sur les enjeux de l'eau qui doivent être considérés. Dans son plan régional, la MRC analyse les problématiques environnementales reliées à la ressource en eau et aux fonctions hydrauliques. À l'échelle des bassins versants, il est prévu que les MRC consultent les OBV, les TCR, les comités ZIP, les conseils régionaux de l'environnement et les MRC contigus dans le cadre de l'élaboration de leur plan. Elles doivent tenir compte de leurs préoccupations. La MRC tire profit des éléments contenus dans le PDE et les PGIR. De plus, un partage d'informations est encouragé afin d'optimiser l'utilisation des données recueillies, d'élaborer une vision de l'aménagement du territoire et de faire face efficacement aux enjeux de conservation. À l'échelle d'un bassin versant, la concertation OBV, MRC, TCR/ZIP continue un atout qui permettra de relever ce défi. C'est par leur rapport en connaissance que ces organismes peuvent contribuer à l'exercice, certainement. Finalement, tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Les impacts des changements climatiques varient grandement d'une région à l'autre. Un aménagement harmonieux du territoire soutient une plus grande adaptation à l'impact de ces changements et selon la forme qu'elles prennent, les interventions peuvent contribuer à limiter les répercussions appréhendées ou au contraire à les amplifier. Les municipalités ont plusieurs avantages à adapter leur planification au changement climatique. Ce type de planification permettra d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, améliorera les conditions de vie des citoyens et enfin, rehaussera la protection face aux impacts causés par le climat présent et futur. Afin de mieux cibler leurs interventions, les MRC peuvent désigner les secteurs et les composantes de leur territoire qui présentent une vulnérabilité aux impacts des changements climatiques. Le plan d'action pourra prévoir des mesures qui s'imposent, contribuant
ainsi à l'adaptation de nos collectivités à ces impacts appréhendés. Les mesures prévues dans le plan peuvent directement ou indirectement participer à l'adaptation au changement climatique par des pratiques d'aménagement durable du territoire. En 2017, c'est 15 régions du Québec qui ont subi les contre-coups d'inondations majeures en même temps. Les citoyens ont beaucoup perdu, des chemins ont été arrachés, causant des pertes importantes sur nos infrastructures. La conservation et la restauration de milieux humides et hydriques sont des mesures qui peuvent contribuer à l'adaptation aux aléas climatiques des municipalités. La démarche est probablement aussi importante que le plan lui-même. Elle pose le défi d'une réelle concertation. La loi sur l'eau reconnaît le rôle des partenaires du ministère de l'Environnement dans la gestion de l'eau et de l'environnement et il contribue par des approches souvent complémentaires à établir des objectifs en matière de conservation. Ces partenaires organisent des tables de concertation dynamiques auxquelles se joignent les MRC et les acteurs de l'eau. Ils introduisent une réflexion stratégique sur l'état de la ressource en eau et des milieux qui leur sont associés. Leur action contribue à renforcer la cohérence et l'acuité des mesures de conservation et de gestion. Évidemment, c'est un guide évolutif. Le forum est là pour qu'on envisage ensemble la mise en œuvre de tout ça. Beaucoup de questions restent à éclaircir et plusieurs trouveront leurs réponses au cours des 2 prochains jours. Le guide proposé en juin dernier se veut évolutif. Les panels de cet après-midi revisiteront la démarche proposée par le guide d'élaboration. Enfin, et surtout, les organisateurs du forum vous ont interpellé pour obtenir vos questions et commentaires. Nous espérons trouver plusieurs réponses ensemble et une liste de questions avec des éléments de réponse sera partagée après le forum. Pour conclure et laisser la place aux échanges, je tiens à remercier le comité organisateur qui a vraiment travaillé très, très fort pour rendre cet événement le plus dynamique et le plus constructif possible. Un immense merci également à tous les conférenciers et participants des panels. Vous avez répondu avec enthousiasme à l'invitation qui vous a été faite de nous partager votre point de vue. La réalisation des plans régionaux ne sera possible que si nous identifions ensemble les façons de faire, en concertation avec de multiples acteurs. Je serai disponible pour répondre aux questions durant la pause. On a toute la journée d'aujourd'hui et de demain pour répondre aux multiples questions. Mes coéquipiers sont extraordinaires. Nous sommes animés du désir de trouver, comme vous, les meilleures solutions. Ils seront présents dans tous les ateliers pour entendre vos préoccupations et vos bonnes idées. Et nous vous revenons avec une liste de réponses aux questions la plus exhaustive possible. Merci sincèrement d'être présents pour ces belles journées de réflexion et bon forum. Merci beaucoup, Martin. Alors, comme je vous disais, on va réserver les questions à l'après-midi parce qu'on va parler à peu près des mêmes sujets. Et Martin, merci de te rendre disponible durant la pause pour quelques échanges avec les collègues. Alors, pour les prochaines conférences de cet avant-midi, on souhaite limiter les interventions. Alors, m'en voulez pas trop là, si on limite à 2 interventions dans la salle et 1 en visioconférence.